Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Comme très souvent, l'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui commence d'une façon assez banale. Mais si vous avez la gentillesse, le courage ou la curiosité de m'écouter jusqu'au bout, vous verrez qu'elle mérite bien de figurer dans les dossiers extraordinaires. Elle a au surplus, cette affaire, malgré son côté macabre, un aspect poétique, surréaliste, avec un arrière-plan freudien qui forme un cocktail assez piquant. À Caravaggio, petit bourg de la région de Milan, il existe une grande bâtisse qu'on appelle le château. Dans ce château vit la famille Mestre, une famille très religieuse qui exploite depuis toute éternité un commerce de grains. Le chef de famille est l'oncle Vittorio, un homme honnête, équitable et scrupuleux, mais très fort physiquement, plein de vitalité et d'un caractère excessivement coléreux. Il règne sur sa femme, une créature insipide et plutôt méchante, sur son frère Gaspardo, qui courbe les chines et lui rend compte sou par sou des résultats du commerce. Il y a un troisième frère, disparu en Afrique du Nord pendant la guerre, qui avait épousé une Turque, laquelle est retournée dans son pays en abandonnant sa fille Rita aux soins de l'oncle Vittorio. Il semble que Rita, délurée et très jolie, ait voulu secouer l'étouffante atmosphère du soi-disant château de Caravaggio. On a longtemps dit de Rita Mestre qu'elle tenait de sa mère un caractère bizarre, mais comme vous allez le voir en écoutant cette surprenante affaire, il n'est pas certain du tout que l'étrangeté de son comportement soit due à son ascendance maternelle. Quoi qu'il en soit, elle fuit la famille Mestre en septembre 1951, à l'âge de 16 ans, dans l'intention de vivre en France avec un certain Rinaldo Mattesini, qui lui-même a 19 ans. Rinaldo Mattesini est reconduit à la frontière par la police française quelques jours plus tard. Quant à Rita, qui doit avoir le diable au corps, elle réapparaît à l'aéroport de Milan au mois de février 1952 pour y faire simplement escale venant de Karachi en direction d'Amsterdam. Mais l'avion étant immobilisé pour la nuit par le brouillard, comme les autres passagers, elle doit coucher dans un hôtel de la ville et pour cela remplir une fiche de police. Il faut croire que les fiches de police sont quelquefois vérifiées. Un policier lit Rita Mestre, née le 27 juillet 1935. Comme il y a un avis de recherche lancé par la famille Mestre, Rita est priée de rester à Milan. Comble de l'horreur, elle porte un manteau de fourrure, ce manteau pèse 15 kilos, la doublure contient des sachets de hashish. Mais Rita, ayant 17 ans, a agi sans aucun discernement, presque contrainte par un avocat parisien de 35 ans qui en a fait sa maîtresse, et le tribunal pour enfants la considère donc comme irresponsable. À la maison de rééducation pour jeunes filles, où elle va passer 2 années, Enzo Campinoni, l'un de ses éducateurs, s'intéresse particulièrement à elle. Peut-être ressent-il un tendre sentiment. Rita, je vous le rappelle, est vraiment très belle. Enzo Campinoni, l'éducateur, a 32 ans. C'est un homme grand, maigre, sportif. Tout dans son visage, le nez mince en bec d'aigle, le menton volontaire, même le sourire de ses yeux clairs, exprime, disent les rapports, une grande volonté et une grande générosité. Ce n'est pas seulement en raison de cette affection particulière que ce brave garçon interroge longuement la jeune délinquante. Au tribunal, on avait attribué son comportement à son caractère impulsif, emporté, à son tempérament de feu, à son éducation privée d'autorité paternelle et maternelle, à sa beauté qui, paraît-il, lui rendait la vie trop facile. Mais il croit de son devoir de chercher à en savoir plus, et Rita, le trouvant sans doute sympathique, se laisse aller à certaines confidences. Elle raconte notamment un souvenir d'enfance susceptible de marquer toute une vie et d'expliquer son comportement. Cela se passait pendant la guerre, en 1941. Rita et sa mère Genan vivaient dans la sinistre maison de Vittorio à Caravaggio. Les 2 femmes étaient sans nouvelles du père depuis longtemps et ne savaient pas s'il avait été tué ou fait prisonnier par l'armée britannique du général Wavell. Bien entendu, on ne parlait pas de cela devant Rita. On lui disait que son père était au loin, qu'il faisait la guerre, qu'il fallait prier pour lui, ce qu'elle faisait tous les soirs, et à la messe du dimanche matin. Mais d'après Rita, l'attitude de Vittorio était trouble.
Il avait été le seul à approuver le mariage de son père avec une Turque. Et maintenant, il les prenait toutes les deux, la mère et la fille, sous sa protection de plus en plus étouffante, avec les semaines qui passaient puis les mois. Un jour, fin 1942, Rita surprend sa mère en train de pleurer. Ce n'est pas la première fois. Elle est assise dans le fauteuil qui trône au milieu de la salle à manger de l'oncle Vittorio. Au début, personne n'osait s'asseoir dans le fauteuil de l'oncle Vittorio, et puis, à plusieurs reprises, il avait invité sa mère à s'y asseoir, et maintenant, c'était devenu le fauteuil de sa mère. C'est la tombée du jour, la pièce est très obscure. Rita entend le pas pesant de l'oncle Vittorio. Elle se retourne, il est dans l'ouverture de la porte. Pour elle, un géant un peu terrifiant. Sa mère lui demande « Rita, veux-tu me chercher un mouchoir ?» Elle sort, mais cette fois elle a compris que sa mère veut qu'elle s'éloigne. Dans le corridor, elle traîne. Elle entend sa mère demander « Vous avez des nouvelles ?» Et Vittorio répond « Non. Ma pauvre Jenan, cette fois, je crois que nous n'en aurons plus. S'il était vivant, nous le saurions. » Rita reste pétrifiée dans le corridor. Elle a compris qu'il parlait de son père. Elle entend l'oncle Vittorio se déplacer dans la pièce. Puis, un silence. Inquiète, elle retourne à la porte. L'oncle Vittorio est passé derrière le fauteuil de sa mère qui pleure à chaudes larmes. Il lui caresse les cheveux comme pour la consoler. Mais Rita voit qu'il est tout près d'elle. Sa joue effleure presque son visage, et elle entend, sans bien comprendre, des phrases dans le genre de « Allons, ma petite enfant, il faut vous consoler. Vous n'avez que 26 ans, je suis là. Vous n'avez rien à craindre de la vie. Vous savez l'affection que j'ai pour vous, etc., etc. » Rita voit le regard brillant de l'oncle Vittorio. Elle a peur. Elle n'ose bouger. Maintenant, l'oncle Vittorio embrasse les cheveux de sa mère, puis il l'embrasse dans le cou. Sa mère a un geste brusque. Elle se retourne à moitié dans le fauteuil et l'oncle Vittorio, comme s'il devenait fou, essaie de la retenir dans ses bras. Sa mère se débat et Rita crie. La scène en est restée là. Mais depuis ce jour, dans la maison au volet toujours clos, l'atmosphère est devenue de plus en plus étouffante. Sa mère évite de rester seule avec l'oncle Vittorio. Celui-ci, pour acheter le silence de l'enfant, lui offre des jouets, des bonbons. Mais la femme de Vittorio a senti la situation. Avant, elle avait un visage triste et sans expression. Maintenant, elle devient méchante. Chaque fois qu'elle regarde Rita, elle l'accuse de tous les défauts, met ses jouets aux ordures et répète partout que sa mère est une orientale paresseuse, juste bonne à entraîner les hommes dans la débauche. Alors, un matin, elles se sont retrouvées, la mère et l'enfant, dans l'autobus qui les conduit à 30 km de là, dans le village d'Armino, où elles vont habiter, à l'écart du village, près d'une décharge publique. Plus tard, l'enfant sera placé comme pensionnaire près de Bologne. Elle ne reverra plus jamais sa mère. L'oncle Vittorio prétendra qu'elle est repartie pour la Turquie sans même demander à revoir sa fille. Voilà pourquoi, lorsque, conformément aux spécifications du tribunal, Rita doit être rendue à l'oncle Vittorio, son tuteur légal, Enzo Campinoni croit bon de l'accompagner. Il veut parler avec son oncle de l'avenir de l'enfant et régler avec lui les détails d'une procédure qui lui permettrait d'exercer une certaine surveillance. C'est ce jour-là, lorsqu'il se présente avec elle devant la sombre bâtisse de Caravaggio, au moment où il tire sur la poignée et fait tinter la cloche, au moment où l'oncle Vittorio le découvre à côté d'elle, que s'ouvre ce dossier extraordinaire. Donc, chers amis, la grille s'ouvre devant le sombre château de Caravaggio. Enzo Campinoni ne s'explique pas l'étonnement, l'émotion du grand vieillard en découvrant sa nièce Rita, qui a maintenant 19 ans. Il ne comprend pas non plus sa colère en le voyant à côté d'elle. L'oncle Vittorio, imposant, bourru, demande à Rita « Qui est-ce » Enzo veut répondre «
Je suis un des éducateurs de l'oncle Vittorio l'interrompt. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais monsieur, j'accompagne votre nièce. Bon, alors c'est fait, merci. Et l'oncle Vittorio, prenant le bagage de sa nièce, la tire vers lui et referme la grille au nez du malheureux éberlué. Voilà donc le brave Enzo, relégué seul devant la grille fermée. Comme il n'a pour le moment aucun pouvoir légal, force lui est de faire demi-tour. Évidemment, l'éducateur va écrire 3 fois. Les 2 premières lettres restent sans réponse. À la 3e, l'oncle Vittorio répond que sa nièce est partie sans tambour ni trompette, probablement pour aller travailler en Allemagne. Évidemment, ce serait bien dans la manière de Rita Mestre, mais ce qui surprend l'éducateur, c'est qu'elle ne l'ait pas consulté, ou du moins tenue au courant par un simple petit mot, car elle avait promis de le faire et elle semblait lui faire confiance. Alors, il s'ouvre de son inquiétude au juge pour enfants qui a eu à connaître du cas de Rita, et à la demande de ce dernier, la police entreprend de vérifier si Rita Mestre a passé la frontière pour gagner l'Allemagne, soit par la Suisse, par l'Autriche ou même par la France. Bien qu'elle fasse l'objet d'une fiche dans les archives de la police, on ne retrouve aucune trace. Il ne semble pas non plus qu'elle ait quitté l'Italie, ni par avion, ni par bateau. Mais cela ne prouve pas grand-chose, car les contrôles de police aux postes frontières, surtout les postes routiers, ne sont pas toujours très, très stricts. Alors, pendant près de 3 mois, on l'a fait rechercher en Allemagne, où se trouve un très grand nombre de travailleurs italiens, sans aucun succès d'ailleurs. Peut-être Rita Mestre a-t-elle voulu retrouver en Turquie sa mère, Cenan Rifa. Là encore, les recherches sont difficiles, mais lorsqu'on parvient à retrouver la famille de Cenan, celle-ci tombe des nues. Pour sa famille, Cenan, qui a épousé un Italien avant la guerre, est partie vivre avec lui dans la région de Milan, elle a eu un enfant, la guerre a interrompu toute possibilité de correspondre avec elle, et depuis, ils n'en ont plus jamais entendu parler. Sa famille turque, qui croyait que Cenan l'avait oublié en apprenant que, selon les dires de la famille Mestre, Cenan devrait avoir regagné la Turquie, s'émeut, et l'ambassade de Turquie en Italie demande officiellement que des recherches soient entreprises. La police italienne est enfin saisie d'une demande en bonne et due forme, peut convoquer officiellement les protagonistes de cette affaire. Mais les interrogatoires des 3 membres de la famille Mestre n'apportent pas grand-chose. La femme de Vittorio et le frère, terrorisés, se taisent. Quant à Vittorio, il répète que Cenan est parti en Turquie et Rita, probablement en Allemagne. Alors, le maire de Caravaggio, poussé par Enzo, l'éducateur, décide d'interroger l'oncle Vittorio dans sa propre maison. Accompagné d'Enzo et d'un carabinier, il va donc sonner à la grille du château. C'est une vieille servante qui vient ouvrir au maire et à l'éducateur. Plus large que haute, tout de noir vêtue et dentée, elle monte avec le perron et les fait asseoir dans le salon où trône un magnifique fauteuil de style. Enzo se souvient du récit de Rita. C'est sans doute ce fameux fauteuil où sa mère fut autorisée à s'asseoir, le fauteuil de l'oncle Vittorio, aussi chargé de symboles qu'un trône. Tout, dans l'obscure bâtisse, respire une propreté méticuleuse et un ennui morbide. La sinistre Madame Mestre, à la bouche acerbe, aux yeux toujours à demi fermés, survient, atterrée. Vittorio Mestre n'en est pas là, elle l'a fait prévenir. Ces messieurs, en attendant, veulent-ils un peu de café? On entend grincer la grille et le pas pesant de l'oncle Vittorio sur le perron. Les 3 hommes posent leur tasse de café et se lèvent. Après un échange de propos peu amènes, le maire, pris d'une inspiration subite, demande à visiter la maison. On devine l'affolement de Madame Mestre et du frère Gaspardo. Mais l'oncle Vittorio, sombre, leur dit « C'est honteux, mais je ne peux pas l'empêcher. » Et il ajoute pour sa femme « Accompagne-les. » Les 3 hommes, sans mot dire, faisant craquer le parquet ciré dans le silence, visitent toutes les pièces de la maison et se retrouvent devant une porte fermée. « C'est une chambre inoccupée, dit Madame Mestre. Vous voulez voir? Si cela ne vous ennuie pas. » Les 3 hommes jettent un coup d'œil dans l'obscurité pour tout d'abord ne rien voir. Puis, en refermant la porte, le maire fait voler un voile blanc. Grâce à la faible lumière qui passe entre les volets fermés, il a bel et bien vu une robe de mariée,
Alors le carabinier ouvre les volets. Il s'agit bien d'une robe de mariée sur un mannequin. Et il y a d'autres robes, partout, tout autour d'eux, sur d'autres mannequins, ou bien accrochés à des porte-manteaux, des robes, des sous-vêtements de femmes. Beaucoup de vêtements sont démodés. Ce sont des robes courtes qui datent de la guerre, avant le New Look, mais il y a aussi quelques vêtements de jeunes filles, plus à la mode. Complètement ahuri et Berlu est stupéfait. Le maire se tourne vers la femme de Vittorio et demande « Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces robes ?» Elle ne répond pas. « Ce n'est pas à vous ?»« Mais alors à qui est-ce ?» Enfin la femme de Vittorio hausse les épaules. « C'est à lui qu'il faut demander ça, dit-elle. » Dans le salon, Vittorio Mestre, impassible, sombre, les défie du regard. Le maire lui demande à qui sont toutes ces robes. Vittorio fait un effort pour répondre et finalement ne dit rien. Le maire est à la fois très étonné et en colère. Il demande à la femme de Vittorio et au frère « Mais vous, parlez! À qui sont ces robes ?» Gaspardo et la femme de Vittorio se regardent, ils sont pâles. Ils semblent morts de peur. Nous, on ne peut rien dire. Enfin, Gaspardo s'adresse à son frère. « Parle, Vittorio, parle !» L'oncle Vittorio regarde tout le monde, l'un après l'autre. Il serre les dents. Le front plissé, il réfléchit. Enfin, on entend le son de sa voix. Il dit simplement « Pourquoi ?» Tout le monde regarde le maire. Et le maire comprend qu'en effet, rien n'oblige Vittorio à parler. Il a le droit d'avoir des robes, une collection de robes. Heureusement, le maire se souvient qu'il a des questions à poser. Il pose la première qui lui vient à l'esprit. « Pourquoi votre belle-sœur Cenan est-elle retournée en Turquie sans emmener sa fille Rita ?» Vittorio répond « C'était une mauvaise mère et une femme indigne. Pendant la guerre, elle a trompé mon frère avant que sa disparition soit officielle, et je l'ai chassée. Mais nous avons voulu garder Rita. » Évidemment, le maire demande comment il se fait que les deux femmes soient parties sans emmener leurs vêtements. Ce à quoi Vittorio répond qu'il n'y avait aucune raison pour que Cenan emmène sa robe de mariée en Turquie et que Rita est partie en colère et tellement précipitamment qu'elle n'a même pas emmené une brosse à dents. Quand il lui demande à nouveau les raisons qui l'ont amené à constituer ce musée, il s'enferme dans un silence méprisant en bougonnant simplement qu'il a le droit de faire ce qu'il veut avec les choses qui sont sous son toit. C'est alors qu'Enzo, qui sans rien dire était retourné dans le musée, revient avec deux photos étonnantes. L'une est une photo récente, l'autre une photo jaunie. Sur la plus ancienne, on y voit une très jeune femme, avec une coiffure très haute, une jupe courte et un grand sac en bandoulière, des chaussures avec d'énormes semelles de bois à la mode de la dernière guerre. Sur l'autre, la même jeune femme, avec une sorte de robe hippie et les cheveux formant une énorme crinière frisotée. La ressemblance entre les deux femmes est absolument saisissante et leur beauté est égale. Mais les trois hommes ont compris, l'une est Cenan, la mère, l'autre Rita, la fille. Le maire a pris les photos. « Vous permettez que je les emmène ?» Vittorio accepte d'un signe de tête. En partant, le maire dit « Nous nous reverrons, monsieur Mestre. » « C'est probable. Mais ce sera inutile, » conclut l'oncle Vittorio. C'est Enzo qui, se souvenant du récit que Rita lui avait fait de sa vie avec sa mère dans une petite maison d'Armino, a l'idée d'y envoyer la police. Celle-ci va donc procéder à une enquête dans ce village où elles ont en effet vécu près d'1 an. Mais personne à Armino n'a gardé le souvenir du départ de Cenan pour la Turquie. On sait seulement que l'oncle Vittorio est venu la voir 2 ou 3 fois dans sa voiture à gazogène, et puis qu'un matin, les volets ne se sont pas ouverts. Elle était partie. Alors on fouille de fond en comble la triste maisonnette à l'écart du village, près de la décharge publique. On sonde à tout hasard les terrains alentours et, comme il fallait s'y attendre, on découvre, dans la décharge,
très endommagé mais encore identifiable, ce qui reste du squelette de la pauvre Djenan Rifa. L'examen fait apparaître qu'elle a été enterrée complètement nue. Les vertèbres du cou sont déplacées et, à moins que ce ne soit l'effet d'un tassement du terrain, probablement étranglée par des mains fort puissantes, sans doute celles de Vittorio. Telle est du moins l'opinion de la police, bien qu'on ne puisse relever aucun autre indice, ni sur le cadavre, ni dans la petite maison qui est alors habitée par un couple totalement étranger à l'affaire. Et on n'en aura jamais aucune preuve. En effet, le même jour, l'oncle Vittorio est retrouvé dans son musée. Son corps se balance au milieu des mannequins en sous-vêtements et en robe de mariée. Il s'est pendu. Il ne laisse aucun papier pour expliquer son geste. Ce n'est pas nécessaire. Tout le monde a compris. Vittorio se trouvait lui-même trop hypocrite, trop fou, trop horrible. Désormais, en plus, il allait être publiquement un objet de honte, déshonoré. Lui, Vittorio Mestre, l'homme du château. Quant à Rita Mestre, nul ne sait ce qu'elle est devenue, ni si elle vit encore. Deux détails pourtant donnent une indication sur ce qui peut lui être advenu. Dans sa rage à retrouver sa protégée, Enzo est parvenu à reconstituer une partie des événements qui se sont déroulés la nuit qui a suivi le retour de la jeune fille à Caravaggio. Tout d'abord, au dire de son frère et de sa femme, l'oncle Vittorio avait été violemment ému en revoyant Rita, dont la ressemblance avec sa mère était tout simplement étonnante. Et détail considérable, elle avait eu droit au fameux fauteuil. Le dîner avait été sinistre car la jeune fille avait, sans attendre, notifié à l'oncle Vittorio sa décision de repartir dès qu'elle le pourrait par n'importe quel moyen. Après le dîner, l'oncle Vittorio lui aurait dit « Viens au salon, nous avons à parler. » Madame Mestre, le frère Gaspardo et la servante, entendant s'élever une violente dispute, se sont prudemment enfermés dans leur chambre. L'oncle Vittorio n'est pas venu rejoindre la couche de sa femme de toute la nuit, mais cela, paraît-il, lui arrivait souvent. Au matin, l'oncle Vittorio est parti vers 5h30. On l'a entendu sortir sa camionnette et il a crié à sa femme, qui lui demandait par la fenêtre ce qu'il faisait, qu'il allait livrer des sacs de grains. La police ne pourra jamais découvrir le destinataire de ces sacs. À quoi bon? Personne ne cherche plus personne, et le coupable, s'il y en a un, est mort. Ce dossier extraordinaire a donc été définitivement refermé. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.